coach ici et toi ici. Aquí. Parfait. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Nous allons donc démarrer la conférence de presse de présentation du nouvel entraîneur Marcelino. Comme d'habitude, je vais laisser la parole au président Longoria, puis nous donnerons la parole au coach. Nous passerons ensuite au jeu des questions avec le coach et en fin de conférence, vous pourrez poser également vos questions au président et au directeur du football, Javier Ribalta. Nico, est-ce que tu nous entends ? Oui, je vous entends très bien. Parfait. Juste une petite précision, lorsque le coach prendra la parole, après la parole de Pablo, on va traduire les propos de Pablo en espagnol afin que le coach les entende. Pablo, à toi. Voilà. Bonjour a tous, a toutes. Bienvenido, Marte. Bienvenido, Marcelino. Merci. C'est un plaisir de partager cette présentation, ces moments, après tous les moments de réflexion que nous a apporté cet été, ce mois de juin, après la sortie de Igor Tudor, à laquelle je tiens à remercier son travail de la saison dernière. C'était un moment de beaucoup de réflexion pendant le mois de juin, spécialement parce qu'un des premiers appels que Javier et moi on avait fait, c'était pour analyser et demander à Marcelino d'analyser l'équipe ensemble à nous. Pendant beaucoup de moments, on a beaucoup discuté de toute la configuration de l'équipe, de ce qu'on pouvait faire, de ce qu'on souhaitait de faire, et on s'est retrouvé dans beaucoup de valeurs. Je commence cette présentation avec une petite anecdote que j'imagine qu'il ne se rappellera pas. Je me rappelle dans un avion quand on partait la saison 18-19 à Crans Montana. Et quand il va de Valence à Crans Montana, dans l'avion qu'on avait atterri à Genève, on était ensemble dans l'avion, on analysait des choses quand j'étais directeur sportif à Valencia. Et on avait passé sur le vélodrome. Et la phrase de Marcelino, c'était « ça doit être un stade impressionnant ». Ça, c'était cette approximation dans l'avion. Et parfois, sont des signaux du destin. Dans toutes les conversations, on a fait des évaluations en commun dans lesquelles on partageait. On partageait les valeurs qu'on veut mettre ensemble. On avait beaucoup discuté entre nous dans des différentes conférences de presse que c'est la valeur de l'organisation, du travail, de l'humilité, de savoir qu'avec des valeurs primaires basées sur l'organisation et le travail et avoir beaucoup de la rigueur sont des choses qui sont fondamentales pour construire un effectif. On s'est retrouvé dans ces valeurs, sont les valeurs qu'il a dans la vie. Aussi à niveau footballistique, il est un entraîneur avec beaucoup d'organisation, avec beaucoup de structure, avec une transition offensive qui colle parfaitement avec les valeurs que portent ces villes, ces clubs, nos supporters, cet stade. La chose la plus importante dans toutes les conversations, c'était le partage d'une illusion et d'une ambition qu'on a bien aimé écouter dans toutes les conversations qu'on a faites. Ce sont beaucoup de valeurs. Le coach il a signé un contrat pour les prochaines saisons. C'est un projet qu'on veut construire tous ensemble. Je crois que ce sont les valeurs que ça va nous porter à avoir des résultats. Et on considère que ce sont les bonnes valeurs pour ce club. Tu colles parfaitement, Marcelino, à l'esprit et à la culture qu'on veut mettre en place dans ce club. Pour ça que je te souhaite bonne chance, beaucoup de travail et droit au but. Muchas gracias. Merci. Nico, je te laisse traduire.
Hola a todos, bienvenido. Es un placer estar aquí y compartir esta presentación. Hemos tenido una larga reflexión este verano, en este mes de junio, después de la partida de Igor Tudor, el que también quiero agradecer su trabajo del año pasado. Como he dicho, hemos tenido un momento largo, una reflexión en junio, y tuvimos muy rápidamente una primera llamada con Marcelino para analizar juntos lo que pensaba del equipo, hablar un poco de la configuración, de lo que se podía hacer y lo que queríamos hacer y lo que se podría hacer con este equipo, y rápidamente nos dimos cuenta que teníamos los mismos valores. Y quiero empezar recordando una anécdota que creo que él no se acordará, pero fue en un avión en la temporada 18-19, que íbamos a Crans Montana con el equipo, con el Valencia, y desde Valencia pasamos por Ginebra para ir ahí y sobrevolamos el velódromo en ese momento. Yo era director deportivo del Valencia, sobrevolamos el estadio y él me dijo que tiene que ser impresionante este estadio, ¿no? Y parece quizá como una señal del destino. Y luego, bueno, a partir de ahí hemos tenido muchas conversaciones, hemos evaluado también muchas cosas juntos en el pasado. Hablamos mucho también en ruedas de prensa de los valores que queremos aquí, también el rigor, y creemos que estos valores de trabajo y de rigor son fundamentales para un equipo, y nos dimos cuenta que tenemos los mismos valores que tiene Marcelino, y también futbolísticamente hablando, por supuesto, tiene mucha estructura, mucha organización también, es un entrenador que trabaja mucho la transición ofensiva, y creemos que eso pega mucho tanto al equipo, al club, al estadio, a la ciudad y a los hinchas, y es algo muy importante para nosotros. Y también el compartir una ilusión y unas ganas de trabajar y una ambición, ¿no? Que es un poco lo que vimos cuando hablamos con él y que nos gustó mucho, estos valores. Ha firmado para 2 temporadas y queremos que este sea un proyecto conjunto, y también pensamos que estos valores que he dicho pues nos ayudarán y nos permitirán tener buenos resultados. Y así que, bueno, de desearle toda la suerte del mundo a Marcelino, mucha suerte, mucho trabajo y, por supuesto, directo al gol. Merci. Bonjour. Merci à vous d'être ici. Je m'excuse pour mon français. J'espère pouvoir communiquer avec vous en français le plus tôt posible. Me vais a permitir que inicie este acto mostrando mi admiración por este club, por su historia, por su afición y por Marsella. Mi agradecimiento al propietario, Fran Macour, al presidente, Pablo Longoria, al director deportivo, Javier Ribalta, y a su equipo de trabajo por confiar en nosotros para afrontar una temporada llena de ilusión y retos. En esta novedosa experiencia hay algo muy motivador: el reto de dirigir a uno de los grandes clubes de Europa. Es una gran oportunidad, muy apasionante. El fútbol es sentimiento y nosotros tenemos pasión por el fútbol. Soy consciente que he sido contratado como entrenador para conseguir que este histórico club, el único equipo francés que tiene en su sala de trofeos una Champions, mejore la trayectoria ascendente de los últimos años. Estamos aquí porque tenemos un método y creemos en este proyecto con presente y futuro. Asumimos el reto y lo afrontamos con muchísima ambición, basada en el esfuerzo del trabajo y la humildad. En los clubes donde hemos tenido el privilegio de entrenar, fuimos capaces de mejorar los objetivos que nos habían marcado, y ahora queremos seguir este camino en Loem. Para conseguirlo tenemos que ser un equipo que compita todos los partidos, desde el primero hasta el último. Solo el esfuerzo y la constancia
nos permitirán llegar satisfechos al final de temporada. Los seguidores quieren ver a su equipo ganar y nuestra propuesta está basada en la intensidad, en ser un equipo dinámico, ágil y ambicioso. La laureada historia del club nos marca unos valores y una filosofía que compartimos absolutamente. Sabemos de dónde venimos y dónde estamos ahora. Con toda la humildad, queremos aportar nuestro conocimiento y ayuda al club y a sus futbolistas. El lema del club, Droit au but, lo hacemos nuestro e intentaremos que esa manera de entender el fútbol se vea reflejada en el terreno de juego. Conocemos la exigencia de la afición y nuestra intención es que se sientan orgullosos de su equipo. Es momento de trabajar mucho y hablar poco. Merci à tous pour votre attention. Merci. Nico, je te laisse traduire. Bueno, permítanme primero hablar de mi admiración. Pardon, excusez-moi. Permettez-moi donc tout d'abord de commencer par parler de mon admiration donc pour le club, son histoire, les supporters et pour Marseille. Je tiens aussi bien sûr à remercier le propriétaire Franck Macourt, le président Pablo Longoria ainsi que le directeur sportif Javier Ribalta et toute l'équipe, toute leur équipe qui nous ont donné cette confiance et qui ont eu confiance en nous pour ce projet. Nous avons beaucoup d'enthousiasme pour cette saison, pour relever ce défi. On est très très motivés d'arriver à un défi très important pour nous, qui est donc d'être dans un des plus grands clubs d'Europe. Donc essayer, bien sûr, on a ce sentiment, nous avons cette même passion pour le football. On sait aussi qu'en tant qu'entraîneur, on arrive dans un club historique, bien sûr le seul club français à avoir la Ligue des Champions dans ses vitrines, et on espère en tout cas pouvoir améliorer la trajectoire ascendante du club de ces dernières années. On a une méthode, on croit en notre projet présent et notre projet futur pour, donc comme j'ai dit, pour relever ce défi avec énormément d'ambition, mais aussi avec beaucoup d'efforts, beaucoup d'humilité et beaucoup de travail pour essayer. Et dans les clubs précédents dans lesquels on a été, on a toujours réussi à améliorer les objectifs qui nous avaient été fixés en début de saison, et on va essayer en tout cas de faire la même chose ici. Et pour cela, eh bien, il faudra qu'on soit compétitif à tous les matchs, du premier au dernier match, parce que seulement avec l'effort et le travail, on arrivera à atteindre cette satisfaction en fin de saison. On sait très bien que les supporters veulent absolument gagner, c'est ce qu'ils recherchent ici. Notre proposition sera de jouer avec beaucoup d'intensité, une équipe dynamique, mais aussi avec beaucoup d'ambition. On connaît, comme j'ai dit, l'histoire de l'Olympique de Marseille, les valeurs qu'ils ont, et notre philosophie, eh bien, va coller à cette histoire et ces valeurs du club de l'Olympique de Marseille. On sait d'où on vient et on sait où on est aujourd'hui. Avec toute notre humilité, on va essayer d'apporter notre connaissance afin d'aider les joueurs. Aujourd'hui, le slogan de l'Olympique de Marseille, dont droit au but, eh bien, on le rend à nous. Ça devient notre slogan aussi. Et pour ça, il faut aussi qu'on le voit sur le terrain. Donc, on va être très exigeant. On connaît l'exigence qu'il y a pour l'Olympique de Marseille. On connaît l'exigence des supporters. Donc, on doit aussi travailler avec ça, et on sait qu'ils veulent être fiers de leur équipe. Donc maintenant, eh bien, c'est le moment de plus travailler et de moins parler. Merci. Nous allons commencer les questions pour le coach. Fabrice. Marcelinho, bonjour. Vous le savez peut-être pas, mais dès qu'il y a eu un changement d'entraîneur précédemment, votre nom a toujours été cité. Du coup, ça y est, vous voilà à Marseille. Vous avez parlé de votre méthode. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? On a lu beaucoup de choses ces derniers temps à votre sujet. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu plus votre méthode? Est-ce que vous comptez mettre en place? Bueno, buenas tardes, Marcelino. No sé si lo sabe, pero cada vez que ha habido un cambio de entrenador aquí, su nombre siempre se ha hablado, siempre
ha aparecido y ha hablado de su método un poquito en esta presentación, pero nos gustaría que nos detallara un poquito más ese método, por favor. No sabía que mi nombre había sido vinculado al OEM anteriormente. Nosotros somos un grupo de trabajo donde creemos en nuestra metodología. Muchos de los integrantes del cuerpo técnico llevamos 20 años juntos y eso nos hace, pues, bueno, tener una visión clara de lo que queremos trabajar y cómo hacerlo. En cuanto al estilo de juego, pues a nosotros nos gusta ser un equipo ordenado, porque creemos que desde el equilibrio es el punto de partida para lograr el éxito y este equilibrio pues parte del orden. Desde aquí intentaremos ser un equipo dinámico, ágil, atractivo y creo que se da, bueno, pues una circunstancia común y que nos hace ser optimistas. Y es que creo que nuestra idea y concepto del fútbol es similar a la que le gusta a nuestra grandísima afición. Entonces, esperaremos que con eso, y sobre todo ganando, pues la afición, como decía, se sienta orgullosa de su equipo. Alors non, je ne savais pas que mon nom avait été associé à l'OM par le passé. Alors concernant notre méthode, nous, on est un groupe de travail qui croit en cette méthode. Beaucoup de personnes de notre staff, ça fait quand même très longtemps qu'on est ensemble, 20 ans. Donc ça rend encore notre vision encore plus claire de ce que l'on veut faire dans chaque projet. Concernant le style de jeu, eh bien, on aime avoir une équipe organisée parce que pour nous, on pense que l'organisation, que l'équilibre est la base du succès et que ça aussi, ça passe sur l'ordre sur le terrain. On veut avoir une équipe dynamique, une équipe attrayante, une équipe aussi organisée. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui est commun avec ce qui est l'Olympique de Marseille. Donc ça nous rend optimistes parce qu'on pense qu'on a un petit peu une idée similaire à ce que notre très très grand public ici aime aussi. Donc voilà, ça nous rend un petit peu plus optimistes et on espère qu'avec tout ça, et bien sûr en gagnant des matchs, on pourra les rendre fiers. Ludovic. Bonjour Marcelino. Vous avez analysé l'équipe de la saison dernière. Déjà, première question, qu'avez-vous pensé de comment elle jouait, de comment étaient les joueurs? Et est-ce que vous pensez que la transition entre l'ancienne méthode et la vôtre peut être rapide? Il y a un gros objectif qui commence dès le 8 août. Est-ce que vous pensez que ça peut être assimilé rapidement? Bueno, ha analizado el equipo de la temporada pasada. Quería, bueno, pues saber un poco qué es lo que piensa de lo que ha visto y por supuesto saber qué piensa de la transición, ¿no? Del estilo de juego que tenía el equipo el año pasado con el que va a tener ahora, que si puede ser una transición rápida sabiendo que hay objetivos desde ya, ¿no? Que llegan a final de mes. Hemos visto varios partidos. Tenemos una idea, pero como bien acabas de indicar, la idea que se practicaba es bastante diferente a la que vamos a hacer nosotros, sobre todo en el aspecto defensivo. Pero la transición tiene que ser, debe de ser, va a ser muy rápida, porque la competición, y una competición súper atractiva, está muy cercana. Intentaremos trabajar bien y mucho para que el equipo capte las ideas lo antes posible, que estoy convencido que lo va a hacer y que para el primer partido de competición ya seremos un equipo competitivo. Alors oui, on a vu plusieurs matchs de la saison passée. On a vu un petit peu l'idée qu'avait l'équipe, mais c'est vrai que comme vous avez dit, c'est une idée qui va être plutôt différente de ce que l'on fait nous, surtout défensivement. Concernant la transition, eh bien, il va falloir qu'elle soit rapide de toute façon parce que on a une compétition et pas les moindres, une compétition très attrayante qui arrive rapidement. Donc pour ça, eh bien, il va falloir essayer de travailler bien et beaucoup et rapidement pour que l'équipe comprenne au plus vite. Mais moi, je suis convaincu qu'on sera très très rapidement compétitif dès le premier match. Michel. Bienvenido, señor Marcelino. Dos preguntas, por favor.
Vos prédécesseurs avaient un système de jeu bien défini et selon moi ne variait pas, ne s'adaptait pas à l'adversaire. Donc on parle de vous qui avez l'habitude plutôt de jouer en 4-4-2. Est-ce que ça sera ce système et est-ce que vous pouvez le changer selon l'adversaire, selon les rencontres? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous aimeriez que les renforts arrivent très très vite pour qu'ils soient compétitifs pour le 8 août, pour le premier match préliminaire de la Ligue des Champions? Bueno, como saben los entrenadores que pasaron por aquí antes que usted, tenía un estilo muy definido, pero sobre todo era un estilo que no variaba mucho, que no se adaptaban ellos mucho al rival, no lo cambiaban mucho. Sabemos que usted juega, por ejemplo, bastante más en 4-4-2, si va a ser así o si usted sí que variaría este esquema o se adaptaría más al rival y, por supuesto, luego saber si le gustaría tener los fichajes cuanto antes, ya que hay un partido el 8 de agosto ya oficial. Nosotros tenemos una organización que va a depender de los futbolistas. No nos alejaremos mucho del 4-4-2, pero sí que creo que en función de la confección final de la plantilla podremos jugar, yo creo que 4-2-3-1 o 4-4-2, que es similar, prácticamente lo mismo, depende de los perfiles de los jugadores ofensivos, o también es posible que nos decantemos por jugar 4-3-3. Pero ya veremos cuando tengamos los futbolistas y cómo esta plantilla se adapta mejor a lo que queremos. Pero independientemente de eso, nosotros no andaremos cambiando de sistema por cómo juega el rival. Para nosotros lo principal somos nosotros, transmitir al futbolista una idea, convencer a todos y cada uno de los futbolistas de esa idea, porque creemos que es la forma más rápida para ser competitivos y ganadores. Y la segunda pregunta era si quería, por supuesto, un entrenador siempre quiere tener la plantilla lo más rápidamente posible cerrada, pero también es verdad, en este mundo es imposible, o prácticamente imposible, o en mi trayectoria, no sé si es que tengo mala suerte o no, no ha ocurrido de que la plantilla esté cerrada antes del inicio de la competición. Quizás si cambiásemos, digamos, la normativa y se obligase a cerrar las plantillas antes de iniciar la competición, eso ocurriría. Pero hasta el 31 de agosto el mercado pues es muy exigente y vemos en todas las partes, sobre todo de Europa, que es lo que más cercano, Francia y el resto de ligas muy competitivas, que muchas de las plantillas se cierran al final. Alors nous, notre organisation va dépendre déjà des joueurs, hein, bien sûr. Ça s'éloignera pas beaucoup du 4-4-2. Ça va dépendre, donc, comme j'ai dit, de l'effectif de l'équipe, même si on peut passer en 4-2-3-1 aussi. C'est vrai que c'est un schéma quand même très très similaire. Ça dépend juste en fait des différents profils des joueurs offensifs. Après, on a aussi la possibilité de jouer en 4-3-3. Mais voilà, tout ça, on verra. Ça va dépendre de l'effectif et de l'adaptation. Mais nous, on va pas changer notre système tout le temps selon un adversaire ou un autre. Pour nous, on doit d'abord regarder nous. On veut surtout nous concentrer sur nous-mêmes, essayer d'inculquer une idée aux joueurs, de convaincre absolument tous les joueurs de cette idée, parce que pour nous, cette idée, donc ce qu'on a en tête, c'est ce qui nous permettra d'être le plus compétitif et le plus rapidement possible. Ensuite, la deuxième question, bien sûr, je pense que tout le monde veut avoir un effectif fermé le plus rapidement possible, mais tous les entraîneurs aimeraient ça, mais c'est vrai que dans le monde du football, c'est impossible. En tout cas, pour moi, ça ne m'est jamais arrivé. Je ne sais pas si je suis malchanceux, mais j'ai jamais eu un effectif totalement fermé avant le début de la saison. C'est vrai qu'il faudrait peut-être aussi réfléchir à changer les règles pour assurer ou pour obliger les effectifs à être totalement fermés avant le début de la compétition. Mais là, aujourd'hui, eh bien, on a jusqu'au 31 août. Voilà, c'est un marché en plus qui est très exigeant en Europe et même dans tous les grands championnats. On voit tout le temps qu'aucune équipe est totalement close ou totalement prête au début de la compétition. Constant. Bienvenue Marcelino, bonjour. Vous avez parlé d'objectifs tout à l'heure.
On a l'impression que vous avez une recette pour les coupes, parce que vous avez fait 2 finales de Coupe du Roi récemment, vous en avez gagné une avec Valencia. Vous savez que l'année dernière, l'OM a perdu contre Annecy, c'était une mini-catastrophe, et l'OM court depuis très longtemps après la Coupe de France. Alors ma première question, c'est est-ce que pour vous, pas pour le club, pour vous, c'est un vrai objectif? Et la seconde question, c'est quelle est votre recette pour gagner ces compétitions-là? Bueno, bienvenido. Primero, luego ha hablado usted antes de objetivos. Parece que tiene una buena receta para lo que son las copas, las competiciones de Copa. Ha jugado 2 finales hace poco, incluso ganó una con el Valencia. Sabe, o no sé si sabe, pero el Olympique de Marsella perdió el año pasado con un equipo mucho más pequeño, con el Annecy. Fue un palo muy duro para el club y además un club que lleva muchísimos años sin ganar esta competición. Quería saber, no para el club, sino si para usted la Copa de Francia es un objetivo y también si nos puede dar un poco la receta, ¿no?, para poder ganar esta competición. Merci beaucoup. Nosotros creo que hay que marcar los tiempos. Los tiempos ahora es conocer y construir. Y luego no tiene que haber diferencia. Cuando empieza la competición es ganar ese partido. Si nos toca jugar la Copa de Francia, ganar ese partido. Si nos toca jugar la Liga, ganar ese partido. Si nos toca jugar la Champions, ganar ese partido. Esa mentalidad es la que tenemos que inculcar y la que tienen que tener todos los futbolistas del OM. Ganar el siguiente partido, no mirar más allá. Cuando normalmente vas subiendo unas escaleras y miras lejos, tropiezas con la cercana y te puedes caer. Nosotros no queremos caer. Queremos trabajar fuerte durante la semana, preparar ese partido lo mejor posible y luego demostrar y que la afición perciba que nuestra mentalidad es ganar ese partido. Alors, je pense que nous, en tout cas, ce qu'on pense, c'est qu'il faut marquer les temps. D'abord, maintenant, pour l'instant, aujourd'hui, le temps, c'est de connaître et de construire. Une fois que c'est fait, on doit faire aucune différence. La seule mentalité, c'est de gagner les matchs. Donc, si on a un match devant nous de Coupe de France, il faut gagner ce match. Si on a un match devant nous de championnat, de Ligue 1, on doit gagner ce match. Si c'est un match de Ligue des Champions, on doit gagner ce match. C'est cette mentalité-là qu'on doit inculquer à absolument tous les joueurs de l'Olympique de Marseille, de gagner, de pas voir plus loin. Par exemple, vous savez, si vous montez un escalier et que vous regardez loin devant vous, eh bien vous pouvez tomber en vous prenant les pieds avec le prochain qui est devant vous. Donc ça, nous on veut pas tomber en faisant ça. Donc on veut se concentrer sur chaque semaine, travailler dur chaque semaine, préparer les matchs et puis montrer à tout le monde et aussi bien sûr au public marseillais qu'on a cette mentalité de gagner absolument tous les matchs. Mourad. Bonjour, bienvenue à Marseille. Alors vous nous avez parlé d'une idée que vous allez essayer de transmettre à vos joueurs. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu quelques grandes lignes tactiques que vous allez essayer de mettre dans cette idée pour préciser un peu ma question? Par exemple, votre prédécesseur insistait beaucoup sur le marquage individuel, le contre-pressing haut. Si vous aviez ce type de précepte tactique, quel serait-il dans l'idée que vous allez essayer de transmettre aux joueurs? Est-ce que vous avez des choses vraiment que vous allez transmettre et dont vous ne dérogerez pas? Merci. Bueno, bienvenido a Marsella. He hablado de una idea que le quiere transmitir a los jugadores y quería saber si nos podía dar un poco más de detalles, sobre todo en lo táctico. Le pongo un ejemplo. Su predecesor Igor Tudor, pues por ejemplo, pedía mucho marcaje individual y también la presión tras pérdida, hacerla muy alta. Entonces, saber si tiene usted alguna cosa táctica especial de la que no quiere salir de ahí, que tiene que ser parte de esa idea sí o sí. Merci beaucoup. En el fútbol respeto toda idea de juego. Creo que todas son válidas y lo importante es que los jugadores se sientan identificados con esa idea. Yo en mi caso, lo que sí os puedo asegurar que no vais a ver nunca, aunque sirva paradójico, es marcaje individual. No lo veremos en todo el año. Pero eso no quiere decir, por supuesto,
que eso esté mal. No, es que concibo el fútbol de otra forma, ni mejor ni peor, diferente. Entonces, nosotros jugaremos el 80% de los partidos con 4 defensas, o el 90%, y jugaremos en marcaje zonal. Y estableceremos zonas de presión en función de los jugadores que tengamos y cómo ellos estén en el campo a gusto y convencidos. Y me encanta la presión a la pérdida, en campo contrario, me encanta. Creo que es algo que utilizan hoy en día en los principales equipos de Europa. Y cuando los equipos que ganan Champions y que son pues una referencia para seguir mejorando y aprendiendo lo hacen, lo lógico es que nosotros también intentemos aplicarlo. Alors moi, dans le football, je respecte absolument toutes les idées, toutes les opinions ou tous les styles, toutes sont valables. Mais le plus important pour nous, c'est que tous les joueurs arrivent à s'identifier à ce que nous, on veut. Mon cas, par exemple, je peux vous assurer que vous ne verrez pas de marquage individuel dans la saison. On va pas le faire, mais ça veut pas dire que c'est pas bien. C'est juste que moi, je vois le football d'une manière différente. Je peux vous dire aussi qu'on va jouer 80% ou peut-être 90% des matchs de la saison avec 4 défenseurs, qu'on jouera avec un marquage plus en zone. Et ensuite, on établira des zones de pressing, mais encore une fois, ça dépendra des joueurs qu'on a et puis de comment ils sont plus à l'aise sur le terrain pour faire aussi ce pressing. Le contre-pressing, personnellement, j'adore, mais c'est vrai qu'aussi, ça se voit que les principales équipes européennes l'utilisent aujourd'hui, et puis que si ces équipes-là, en plus, ce sont des équipes qui arrivent et qui gagnent la Ligue des Champions, eh bien on sait et on comprend qu'on doit un petit peu les prendre comme modèle et qu'on devrait l'appliquer. Hugo. Bonjour coach. À Marseille, on utilise le même mot pour dire partenaire de travail et ami. Ce mot-là, c'est collègue. Et donc, moi, je voulais savoir quelles étaient vos relations personnelles avec le président Pablo Longoria, que vous avez connu quand il était très jeune, même s'il est encore jeune. Bueno, en Marsella utilizamos la misma palabra para decir un colega de trabajo y un amigo, que pasa igual en España, que decimos un colega y un amigo. Entonces quería conocer un poquito más la relación que tiene con Pablo Longoria, que le conoció muy joven, aunque bueno, todavía sigue siendo muy joven. Cada uno tenemos un concepto de la amistad. Para mí, con todos mis respetos, no es lo mismo colega que amigo. Es para mí bastante diferente. Amigo es el que sé que me va a ayudar cuando de verdad lo necesito. Amigo es el que siempre está ahí, en los buenos y en los malos momentos. Colega, ese queda así. Cuando va bien. Ese es mi concepto de la amistad. Que respeto todos los conceptos. Dicho esto, conozco a Pablo, que es 20 años más joven que yo, hace 20 años. Lo considero mi amigo. Pero la amistad no está reñida con la profesionalidad. La profesionalidad es capacidad. Y si hoy tengo la suerte de estar aquí como entrenador del OEM, es por nuestro trabajo. El trabajo mío y de mi grupo. Más de 20 años a nivel profesional. Más de 20 años. Consiguiendo objetivos o superándolos en la mayoría de los casos. Ganando títulos, llegando a muchas semifinales contra equipos de grandísimo nivel. Y eso es gracias al trabajo de mis compañeros, por supuesto, de los futbolistas que he tenido la suerte de dirigir y, en definitiva, por la capacidad. Suceda lo que suceda a nivel profesional,
seguiré siendo amigo de Pablo. Alors, chacun... Puede traducir. Chacun a son concept de l'amitié, hein, et puis avec tout le respect, pour moi c'est absolument pas pareil. Donc un collègue de travail et un ami c'est quelque chose de très différent. Un ami c'est quelqu'un que tu sais qu'il sera toujours là et qui va t'aider quand tu en auras vraiment besoin, qui sera toujours là dans les bons et dans les mauvais moments. Alors qu'un collègue de travail c'est celui qui va te taper un petit peu sur l'épaule pour te dire ça va. Voilà, moi, c'est mon concept. Encore une fois, je respecte tous les concepts. Alors, une fois ceci étant dit, Pablo, c'est quelqu'un que je connais. Il a 20 ans de moins que moi et je le connais depuis 20 ans. Et c'est une personne que je considère comme mon ami. Mais encore une fois, l'amitié n'est pas, ça ne change pas le professionnalisme ou les capacités. Ici, aujourd'hui, je suis ici. Moi, je suis entraîneur de l'Olympique de Marseille et je sais que c'est grâce à mon travail, mais aussi à celui de mon équipe de travail. Ça fait quand même plus de 20 ans qu'on est au niveau professionnel. On a toujours atteint nos objectifs ou plus, même la majorité des fois. On a gagné des titres. On a joué beaucoup de demi-finales contre des très grandes des grandes équipes. Donc tout ça aussi, eh bien, je pense que c'est dû à notre capacité. Voilà. Et puis, peu importe ce qui va se passer à niveau professionnel ici, Pablo restera mon ami. Mathieu. Bonjour coach, deux questions sur deux personnages. Le premier c'est Geoffrey Kondogbia, votre première recrue pour votre équipe. Est-ce que vous pouvez nous dire voilà ce qu'il va vous apporter à votre méthode, à votre système? Et le second c'est Luis Enrique qui va être présenté par le PSG demain, que vous avez longtemps affronté en Liga. Voilà, je voulais savoir ce que vous pensez de vos retrouvailles dans un tout autre contexte. Bueno, dos preguntas sobre dos nombres propios. El primero, Geoffrey Kondogbia, que es el primer fichaje de este equipo este verano, saber un poco qué es lo que va a aportar en su idea o en su sistema de juego un jugador como Kondogbia. Y el segundo nombre propio es Luis Enrique, que estará en el Paris Saint-Germain este año. Habéis jugado muchas veces el uno contra el otro en Liga, pero ¿qué es lo que piensa? Bueno, de verle aquí ahora en otro entorno también. Un Kondo, como lo llamo, pues tuvimos la suerte de dirigirlo en Valencia. Me parece un futbolista de primer nivel. Pero también os quiero comunicar que esta era una operación que estaba realizando el club antes de hablar conmigo. No es una petición personal de este cuerpo técnico o mía, sino pues que se habían iniciado unas negociaciones con ese futbolista que estaban bastante avanzadas antes de hablar con Pablo y con Javier. Y Luis Enrique me parece un gran técnico, es un gran entrenador. ¿Quién nos iba a decir, no? Lo que da la vida. Dos asturianos de Gijón, españoles, uno entrenó al PSG y otro lo es el fútbol, es la vida. Es difícil, pero así es. Le tengo un grandísimo respeto profesional y personal y bueno, pues le deseo lo mejor, no cuando juegue contra nosotros, por supuesto. Alors, concernant Kondo, moi je l'appelais comme ça. C'est vrai qu'on a eu la chance de travailler avec lui à Valence. Pour moi, c'est un joueur de niveau mondial, de classe mondiale. Mais je tiens aussi à préciser que c'est une opération qui a été faite avant mon arrivée. Donc, ce n'est pas une demande une demande personnelle ou de mon staff. Il y avait déjà des négociations avancées avant que moi je discute avec Pablo ou avec Javier Ribalta. Concernant Luis Enrique, c'est un très très grand entraîneur. Hein. C'est vrai que c'est assez incroyable de voir deux Asturiens de Gijón, donc deux Espagnols qui vont maintenant entraîner le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille dans la même saison. Mais voilà, c'est ça, c'est le football, c'est la vie. C'était quelque chose qui pouvait paraître difficile, mais on est là. C'est vrai que j'ai beaucoup de respect pour lui, que ce soit professionnellement et personnellement. Donc je lui souhaite le meilleur, je lui souhaite bonne chance, mais pas quand il va jouer contre nous, bien sûr. Nico. Bonjour, bienvenue.
Quel regard vous portez sur l'effectif avec lequel vous commencez vos premiers jours? Quel effectif vous espérez? Alors sans parler forcément de nom, sur quel poste ou quel genre de joueur vous attendez? Et petite question subsidiaire, qu'est-ce que vous connaissez, à part ce survol qu'a évoqué Pablo Longoria, du Stade Vélodrome? Bueno, bienvenido. Quería primero saber qué es lo que piensa del equipo que tiene a disposición a día de hoy, qué es lo que espera, obviamente sin darnos nombres, pero si cree que hay que reforzar quizás alguna posición o qué tipo de jugadores le gustaría traer en este mercado. Y una segunda pregunta, ¿qué es lo que conocía del Estadio Velódromo, menos por supuesto la anécdota que ha dado Pablo sobre lo de sobrevolarlo en avión? Merci beaucoup. Bueno, la plantilla tenemos que confeccionarla. Llevamos un tiempo hablando profundamente y veremos. El año pasado, pues creo que por la estructura que tenía, ahora debemos de cambiar o necesitamos algunos perfiles diferentes para algunas posiciones, en función también de lo que hablamos anteriormente. Y bueno, pues por la forma de jugar había bastantes jugadores por dentro, ahora también tenemos la idea de traer más jugadores por fuera para poder atacar por bandas y atacar los espacios. Y bueno, estamos en un proceso que no podemos tener pausa, pero tampoco precipitación. Tenemos que hablar y convencernos todos, de que la decisión definitiva, en la que yo tendré mi participación, opinión, pero no decisión definitiva, y quiero que quede claro, pues llegar a la conclusión de cuáles son los jugadores que necesitamos y aquellos que dentro de las posibilidades económicas nos pueden dar un mejor nivel, ¿no? Y en ese proceso estamos. Entonces, pues bueno, eso unido al conocimiento que voy a tener de la plantilla en el día a día, que te da muchísima más información que una visión, ¿no? Y luego la segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Qué es lo que conocía del Velódromo? Pues mira, yo conocí este campo en 1985, donde jugué con la selección española sub-20, el torneo de Toulon, que jugamos contra Francia. Palmamos 1-0, gol de Papin. Y lo recuerdo perfectamente. Claro, el campo por aquel entonces, siendo bonito, no es este grandísimo estadio en el que ahora voy a estar y espero disfrutar y mucho. Alors oui, c'est vrai qu'il faudra faire quelques changements peut-être dans cet effectif. Ça fait un moment qu'on en discute, tout simplement parce que quand on regarde un petit peu ce qui a été fait la saison dernière, la structure était différente. Donc maintenant, eh bien, on aura besoin de profils de joueurs différents. Concernant notre style de jeu, par exemple, le style de jeu qu'il y avait l'année dernière, il y avait beaucoup de monde à l'intérieur du terrain. Nous, on veut plutôt des joueurs qui soient de côté, des joueurs qui peuvent aussi plus attaquer les espaces. Mais voilà, tout ça, c'est un processus. On peut pas avoir de pause ni de précipitation dans ce processus. On doit tous discuter pour se convaincre de la même décision. Moi, je vais participer à cette décision, je donnerai mon opinion, mais la décision définitive ne sera pas la mienne. Ça, je tiens également à le préciser. La conclusion ne sera pas la mienne. On doit trouver, voir un petit peu quel type de joueur on peut amener au club, mais bien sûr aussi dans un budget qui a été établi. Donc voilà, c'est ce processus, en plus du fait que bien chaque jour maintenant je vais connaître un petit peu mieux l'effectif, ça va nous donner aussi beaucoup plus d'informations. Concernant le Vélodrome, eh bien moi, ce stade, je l'ai connu en 1985. Je suis venu jouer avec l'équipe d'Espagne et moins de 20, le tournoi de Toulon contre la France. On avait perdu 1-0 avec un but de Jean-Pierre Papin. Voilà, je m'en rappelle très très bien. C'est vrai qu'à l'époque, le stade n'était pas aussi énorme, ou c'était pas le stade que l'on voit aujourd'hui, mais j'espère dans ce très grand stade encore aujourd'hui pouvoir bien prendre beaucoup de plaisir. Timothée. Bonjour, Timothée Mémon, RMC Sport, derrière les caméras. Bienvenue en France. On vous dit très exigeant comme coach.
quelles sont les règles de vie que vous allez imposer, enfin proposer à votre groupe et quels sont les domaines sur lesquels vous êtes exigeant en dehors du terrain? Bueno, bienvenido a Francia. Es usted un entrenador que se dice que es muy exigente. Entonces queríamos saber un poco en qué normas, ¿no?, de vida también de los jugadores es muy exigente y qué es lo que les va a proponer a los jugadores en ese sentido y en qué sectores es más exigente, aparte de, por supuesto, lo que es el terreno de juego. Creo que el terreno personal es importante, muy importante para nosotros. A mí me gusta el diálogo, la cercanía, y ese diálogo será fuerte, cada vez más fuerte y duradero si hay sinceridad. Creo que la sinceridad es un valor fundamental, un valor que no tiene discusión en las relaciones humanas. Y eso es lo que tenemos que conseguir con todos y cada uno de los jugadores. Y luego defendemos lo hay que defenderlo, hay que apoyarse, hay que ser solidario, hay que ser un equipo, hay que en los momentos de dificultad, a base de ayuda, revertir esa situación si surge. Y entonces creo que lo uno en lo personal y el esfuerzo, la humildad y el trabajo nos hará ser un equipo competitivo. Por eso antes decía, insisto mucho, primero es hacer una plantilla, luego muy importante hacer un equipo y para eso tenemos que fichar futbolistas compatibles y personas compatibles. Esa es la idea que estamos y que también comentamos de que no debe llevarnos a la precipitación para intentar pues cometer los menos errores, porque en el fútbol es muy difícil, prácticamente imposible acertar todo, pero sí pues minimizar los errores. Alors moi personnellement, je crois justement que le personnel c'est quelque chose de très très important. C'est quelque chose de très important pour nous, pour tout mon groupe de travail. On aime beaucoup dialoguer, on aime être proche des joueurs et puis ce dialogue, eh bien, il sera de plus en plus fort et de plus en plus long s'il y a de la sincérité. La sincérité, c'est aussi pour nous une valeur fondamentale. C'est quelque chose d'indiscutable dans les relations humaines et on doit arriver à avoir ça avec chacun des joueurs. Ensuite, à partir de là, eh bien, on doit défendre l'OM. On est tous là pour défendre l'OM. On doit s'aider, on doit être solidaire et on doit être une équipe. C'est pour ça qu'on doit aussi savoir, quand on est en difficulté, pouvoir renverser la situation si besoin. Moi, je pense que si on a des bonnes relations personnelles avec les efforts, l'humilité et le travail, eh bien, on arrivera à être très très compétitif. Et c'est pour ça que j'ai insisté et que j'insiste tout à l'heure que d'abord il faut avoir cet effectif et après cet effectif en faire une équipe. C'est quelque chose de très important. Pour cela, on doit trouver des joueurs compatibles, mais aussi des personnes qui soient compatibles à notre idée et on ne doit pas rentrer dans la précipitation dans ce processus, comme je vous ai dit avant. On doit essayer de faire le moins d'erreurs possible. On sait que dans le football, c'est très très difficile de ne pas commettre d'erreurs, mais on doit juste essayer de les minimiser au maximum. On va prendre les deux dernières questions, Michel et Constant. Seigneur, j'ai bien compris qu'il ne faut pas se précipiter, qu'il y a un budget et qu'il ne s'agit pas de recruter pour recruter, il faut voir le profil. Évidemment, et vous aimeriez avoir les joueurs le plus vite possible, mais c'est compliqué avec la réalité du marché. Toujours est-il que l'OM débute sa saison, sa reprise d'entraînement sans attaquant, quasiment, puisque Alexis Sanchez, pour l'instant, n'a pas prolongé, et Vitinha vient de finir avec la sélection portugaise. Donc, il n'y a pas d'attaquant. Donc, malgré tout, sans citer de nom, est-ce qu'il n'y a pas urgence à recruter dans ce secteur? Bueno, hemos entendido que no se quiere precipitar, que por supuesto también hay un presupuesto que seguir y que hay perfiles
que discutir, pero obviamente también sabemos y entendemos que querrá a los jugadores cuanto antes, pero la realidad de hoy es que el Olympique de Marsella va a arrancar la pretemporada sin 9, porque Alexis Sánchez no ha renovado su contrato y Vitinha acaba de terminar ahora su competición con Portugal. Sin dar nombres, ¿no cree que hay urgencia en esa posición? Bueno, vamos a empezar sin bastantes más, porque los partidos de selección finales también retrasan la incorporación de futbolistas. Pero aquí no hay excusas. No nos sirven. Tenemos que optimizar el trabajo y competir. Antes decíamos que teníamos que necesitábamos perfiles diferentes por un concepto también que queríamos pues dar más profundidad y bueno, pues sabemos que tenemos que mover la parte ofensiva del equipo. Los dos jugadores que acabas de comentar, ahí están, su situación la acabas de expresar perfectamente, somos conscientes de ello. Y bueno, quizás los delanteros son los que más rápidamente se adaptan, ¿no? Porque necesitan menos trabajo específico y con que metan gol no sirven. Bueno, y algo más, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando e intentaremos acertar y también lo antes posible. No cabe ninguna duda que yo quiero que nosotros queremos, pero todos lo queremos, no solamente el entrenador. Esos jugadores estén aquí lo antes posible. Y así trabajaremos para lograrlo. Gracias. Alors, on va surtout commencer avec, sans plusieurs éléments, parce qu'à part les joueurs que vous avez cités, il y a aussi les sélections nationales qui vont retarder le retour d'autres éléments de notre effectif. Mais voilà, on n'a pas d'excuses. On pense que les excuses, ça sert à rien. On doit juste essayer d'optimiser le travail au mieux possible pour être compétitif. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on va sûrement avoir besoin de profils différents parce qu'on va peut-être changer, avoir ce concept un petit peu qui demandera plus de profondeur sur le terrain. On sait par exemple qu'il faudra peut-être qu'on se bouge aussi sur les profils offensifs. Il y a les deux joueurs que vous avez cités, on connaît très bien, vous avez très bien donné la situation de ces deux joueurs-là. On est conscient de ça, mais aussi peut-être que les attaquants seront ceux qui auront besoin de moins de temps pour s'adapter. Peut-être qu'ils s'adaptent plus vite parce que ils ont moins de travail spécifique à faire. On leur demande surtout de mettre des buts, même si bien sûr on demande aussi de faire un petit peu plus. Mais voilà, on va essayer de travailler pour bien faire. C'est en tout cas ce qu'on veut. C'est la position qu'on a aujourd'hui et pas que la mienne. On veut tous essayer d'avoir tout le monde le plus vite possible, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on doit faire le meilleur travail possible pour que cela arrive. Allez, on termine avec le coach. Constant. Coach, pour finir, est-ce que vous pouvez nous présenter le staff avec lequel vous êtes venu à Marseille, s'il vous plaît? Para terminar, si nos puede presentar el staff técnico con el que ha venido al Olympique de Marsella. Bueno, pues hemos venido con un ayudante, preparador físico, ayudante, preparador físico y analista, otras dos personas que analizan tanto nuestro equipo como el rival y un redactador. No me dejo nadie, ¿no? Yo creo que estamos. Alors, je suis venu avec un assistant, avec également un préparateur physique, un analyste. On a aussi deux personnes qui seront chargées de analyser notre équipe et aussi les adversaires, et puis un rééducateur ensuite. Je crois que j'ai tout dit. Merci. Alors, avant d'aller faire la photo, on va prendre quelques questions pour le président et Javier Ribalta. Romain ? Bonjour Président. Bonjour Président. Deux questions s'il vous plaît. La première, vous nous aviez dit l'année dernière à pareille époque que vous vouliez un effectif de 22 joueurs. Au final, c'était 21 avec Kolasinac qui était polyvalent. Est-ce que vous êtes sur la même lignée en termes de construction d'effectifs ou est-ce que ce qui s'est passé avec Gerson, par exemple, ça vous fait un petit peu réfléchir à réduire un petit peu la voilure? Et ma deuxième question, c'est est-ce que Alexis Sanchez fera partie de cet effectif? Bonjour. On commence avec la question sur le volume total de l'effectif. Et je crois que comme ça, aussi je peux répondre à toutes les deux questions. En effectif, si on veut construire une équipe, on doit tenir en considération tous les collectifs.
que c'est un des principes importants qu'on va avoir dans ces constructions d'effectifs, et avec une adaptation importante du côté de Javier, de tout le staff sportif, spécialement à avoir les profils plus adéquats à la méthodologie de jeu qu'il a le coach. Ça ne veut pas dire que sont 22 joueurs, 21 joueurs, parce que peut-être qu'il y a des situations dans lesquelles un joueur c'est polyvalent et tu peux réduire parce que ou que tu as des joueurs polyvalents que tu peux faire en construction avec moins de joueurs, spécialement parce qu'il peut te donner de différentes positions et aussi en adaptation entre les différents joueurs. Sur la question d'Alexis, Alexis a fini son contrat le 30 juin. C'est vrai qu'il a des conversations entre les deux côtés. La chose importante dans ce moment, c'est qu'on a beaucoup discuté la première semaine pour analyser tout l'effectif. C'est important que les coachs comprennent tous les joueurs qu'il a à disposition dans ce moment, qu'il parle avec tout le monde à titre individuel pour bien connaître les joueurs. Une chose, c'est voir les joueurs et analyser les joueurs. Une autre chose, c'est avoir tous les joueurs en disposition. Ce qu'on va faire pendant les prochains jours, spécialement parce qu'une chose, c'est la distance dans laquelle on peut parler avec les coachs. Une autre chose, c'est déjà sur le terrain dans lequel, depuis hier, qu'on a parlé pendant longtemps et analysé les différentes situations. C'est une décision en commun, comme le coach l'a dit, les participants dans la décision. Toutes les décisions qu'on va prendre dans le mercato seront en consensus entre le staff et le club. Et spécialement ici, c'est une décision à analyser. On respecte beaucoup ce qu'Alexis il a fait pour nous. La trajectoire qu'il a au niveau international. Alexis, il mérite du respect de tous nos côtés. Et en même temps, on doit bien analyser l'effectif pour comment faire tous ces secteurs offensifs dans lesquels je suis complètement d'accord avec les coachs, c'est à refaire pour le nombre de joueurs et aussi pour les caractéristiques individuelles des joueurs et voir comment tous les profils sont complémentaires entre eux pour arriver à s'adapter le plus possible à les besoins du coach. Ludo. Bonjour. Une question pour les deux dirigeants. Quel est le projet de l'OM avec les 5 joueurs qui reviennent de prêt Amavi, Lirola, De La Fuente, Ben Seguir et Pape Gay. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez faire avec ça? Et Isaac Touré aussi, 6 joueurs. Facile pour moi. Alors Isaac, il va partir avec le groupe. Après, ensemble, on va décider après le championnat. Les autres joueurs, je pense qu'ils ne vont pas rester avec nous. On doit trouver une solution. Le seul que je pense qu'il peut avoir la chance d'être avec nous, c'est Pape, parce qu'il vient de Séville, il y a un an de contrat, et il y a, comme vous savez, une situation spéciale. Donc, Pape, il va commencer avec le groupe. Les autres, je pense qu'on doit trouver une solution le plus vite possible. Michel. Bonjour Pablo. Vous commencez à maîtriser les supporters de l'OM. Vous connaissez leurs exigences, leur folie parfois. Quand on discute aujourd'hui avec eux, ils sont pas inquiets, ils sont très très inquiets devant l'absence de joueurs, alors que vous le savez, il y a une échéance le 8 août qui arrive. On a bien compris qu'il ne faut pas recruter n'importe qui devant la pression. Mais est-ce que dans les jours qui viennent, vous êtes en mesure de nous dire qu'il y a des joueurs qui vont arriver? Bonjour. On fait un historique. Et je comprends tout à fait l'inquiétude, spécialement parce que même que je suis supporter de mon club, je suis inquiète et je regarde tous les jours les journaux pour voir les Sporting de Gijón qui prend chaque journée. Et je la comprends et je la partage tout à fait. Mais si on fait un historique, la saison 19-20, quand l'équipe il a repris avec 5 joueurs. Et à faire mesure, pendant le mercato et avec les bons timings
beaucoup de joueurs sont arrivés pendant cet été, c'est l'été, dans lequel tout le monde il pensait que c'était difficile de recruter, spécialement parce qu'on venait dans une transition post-Covid, avec un marché particulier et avec un rentrée en Coupe d'Europe, en Europa League dans ce cas. La saison dernière, on se rappelle tout à fait quand sont arrivés les recrues. Il y avait beaucoup de tension et beaucoup de nerviosisme au commencement des entraînements. Même, je me rappelle, les premiers jours d'entraînement, c'était la même question. Pas avec les joueurs internationaux, mais il n'y avait pas beaucoup de joueurs dans l'effectif. On est un groupe de travail qui travaille dur, avec beaucoup de convictions, mais surtout avec beaucoup de stratégies dans les marchés. Avec une participation dans un play-off en Ligue des Champions, c'est vrai que la situation idéale, c'est d'anticiper les temps le plus tôt possible, spécialement pour donner au coach la possibilité de pouvoir travailler avec la plus grande part de l'effectif avant ces play-offs que pour nous, et c'est moins de doute, pour nous, c'est très important pendant la saison. Après le mercato, il a ses temps. Nous aussi, on a nos temps, en sachant qu'on veut recruter le plus tôt possible, sans précipitation, mais aussi en sachant les bons moments de faire les opérations. Quand on a des objectifs clairs, si tu arrives très tôt, peut-être que tu fais un mauvais deal. Si tu as très clair qui est ton objectif et tu attends le bon moment de faire l'opération avec les besoins de coach. Normalement, ce n'est pas que tout l'effectif va arriver le 31 août. Le mercato a ses temps, on a nos temps et on chercherait de faire le plus tôt possible. Mais l'inquiétude, je peux la partager et je peux la comprendre. Mais c'est aussi vrai que quand il y a des stratégies, et je considère qu'on a les idées claires, c'est attendre le bon moment de faire toutes les opérations de marché. Constant. Bonjour Président. Concernant des joueurs arrivés l'hiver dernier, est-ce que vous avez suivi l'Euro Espoir de Vitinha, qui a été quand même compliqué? Est-ce que vous êtes inquiet sur son cas particulier? Le cas de Vitinha, je crois que c'est un cas qu'on pourrait avoir beaucoup de temps de réflexion, spécialement parce que je considère que tout jeune joueur, il a besoin d'un temps d'adaptation et tous les attaquants ont besoin de beaucoup de confiance. Le cas de Vitinha, c'est un cas dans lequel il a l'impression, comme tous les joueurs offensifs qui arrivent à l'OM, historique, qu'on la connaît, et on doit faire avec, ce n'est pas une critique. On a une question aussi d'un prix de transfert que ça met aussi de la pression, il ne faut pas se mentir. Et en même temps, c'est vrai qu'il arrivait les derniers jours de mercato, au dernier moment, avec un effectif que dans ce moment, il était dans une dynamique très positive fin janvier. Un attaquant, il vit de la confiance. Un jeune attaquant, aussi, il a besoin du temps. Je crois que ça va être important pour lui d'arriver, de s'adapter à une nouvelle méthodologie depuis les premiers jours, de travailler, de prendre des concepts, de faire une bonne préparation. Juger un joueur après 6 mois, je ne suis pas tout à fait d'accord. Et spécialement un jeune attaquant dans un ambiance comme l'OM, qu'on connaît la pression, et on connaît les attentes. On connaît les attentes qu'on a. Mais c'est très important aussi d'avoir la tête froide pour bien analyser. Et c'est notre responsabilité à tout le monde parce qu'on a un objectif en commun. On a la même direction. On veut que tout se passe bien. On doit chercher de lui donner une confiance pour voir les vraies Vitinha. Allez, on va terminer avec toi, Fabrice. Pablo, bonjour. Lors de ta conférence de presse de fin de saison, tu avais annoncé 8 à 9 arrivées. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de Marcelinho et une nouvelle manière de jouer, est-ce que tu restes sur les mêmes niveaux ou est-ce que tu penses que ça va un petit peu augmenter? Et deuxième question, est-ce que le fait d'avoir tous ces tours préliminaires en août et de ne pas être certain de participer à la phase de poule de Ligue des Champions, est-ce que ça complique ta tâche et celle de Ravir pour le recrutement? Je commence par la fin. Normalement, connaître la compétition européenne dans laquelle tu vas participer, ça fait les budgets plus certains. En même temps, il y a des différentes stratégies que quelqu'un il peut prendre. D'avoir un budget conservatif ou d'avoir un budget, on peut dire,
On va avoir un budget très agressif, intrépido, je voulais dire. Avoir un budget très agressif, ça ne serait pas une bonne décision comme dirigeant, à dire la vérité. Et ça ne serait pas un acte de responsabilité comme des dirigeants. Faire un budget très conservatif, ça ne colle pas avec l'ambition qu'on a du projet. On doit chercher de prendre quelques risques. On va les prendre. Parce qu'on veut donner aux coachs, on veut donner à nos supporters les meilleurs effectifs possibles avec beaucoup d'ambition. Naturellement, avec la responsabilité d'un dirigeant et avec l'ambition que la place mérite et l'ambition qu'on partage pour la prochaine saison. À dire un nombre de recrues maintenant, je crois que c'est nécessaire pendant cette semaine, ou les prochaines, on peut dire 2 semaines, de bien connaître tous les éléments qu'on a à disposition. Parce que Marcelino, il arrive avec la disposition de bien analyser les différents éléments qu'on a dans l'effectif. À partir de ça, donner aujourd'hui un chiffre exact, mais on connaît, on a seulement un défenseur latéral dans l'effectif. Il y a des différentes positions qui sont ciblées, naturellement. Mais en même temps, c'est nécessaire aussi de bien analyser tous les joueurs pour créer un collectif, pour créer un effectif, et comme il a dit le coach, en équipe. Merci beaucoup. Merci. On va vous proposer de nous rejoindre en zone mixte pour faire la photo, pour les photographes et les caméras. Merci beaucoup. Merci. Merci. Foto. Fuera, ¿no?